Bonsoir à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief du Tour des Flandres, deuxième monument de la saison, premier monument pavé de l'année, et puis course assez exceptionnelle au niveau de l'ambiance. Vous le savez, c'est mon deuxième monument préféré après Paris-Roubaix qui pour moi reste au-dessus. On va faire le bilan des Bleus, top et flop comme d'habitude. Il y aura des petites images pour illustrer la course parce qu'il s'est quand même passé pas mal de choses. Et puis donc la vidéo va être un petit peu longue, mais il faut bien ça pour débriefer tout ce qui s'est passé dans cette course. Il s'est quand même débriefé pas mal de choses, donc on parlera de tout ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo notamment sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si ça les intéresse, parce que si ça les intéresse pas, ça n'a pas d'intérêt. N'hésitez pas également à réagir dans les commentaires, à me dire ce que vous avez pensé de la course, ce que vous avez pensé des Bleus, ce que vous avez pensé notamment de Madouas, Pogacar, Van Der Poel, dans les commentaires. Et puis quand vous vous abonnez à la chaîne, ça c'est une petite question pratique. Déjà, je vous en remercie parce que c'est très important. Mais au-delà de l'importance de s'abonner à la chaîne, c'est également vous pouvez mettre comme ça la petite cloche qui vous permet de savoir les dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment cette vidéo du Tour des Flandres, mais également le Tour du Pays Basque la semaine prochaine, la MotoGP également en Argentine, et puis quelques autres vidéos peut-être de prévues dans la semaine, notamment peut-être une vidéo sur Netflix et le cyclisme. Je vous en dis pas plus, mais je pense que vous avez certainement compris. On commence tout de suite par ce Tour des Flandres. Tour des Flandres qui a été assez linéaire, c'est-à-dire que quasiment jusqu'à 50 bornes de l'arrivée, on a un peloton de plus de 100 coureurs où on n'a pas forcément fait une grande différence, même si ça roulait quand même pas mal vite parce qu'à la moyenne finale, on a plus de 43 à l'heure. On est à 43, on est juste au-dessus de 43 à l'heure. 6h18 de course pour ces 273 km. On a eu quelques attaques entre 90 km de l'arrivée et 75, mais contrairement aux autres courses flandriennes qu'on a eues, où parfois ça s'est animé extrêmement tôt, je pense notamment à Gand, mais je pense surtout du côté à travers les Flandres, où ça s'était animé extrêmement tôt. Là, ça a été presque plus calme, mais ensuite, voilà, on a eu le show Pogacar dans l'enchaînement Quarmont, Paterberg, Koppenberg, où au bout d'un moment, il a fait la différence. Dommage pour Pogacar, il n'a pas bien manœuvré dans le final, et ça lui coûte très cher aujourd'hui. On a eu un Français que tout le monde n'attendait peut-être pas, moi je l'avais mis quand même parmi mes favoris, qui s'en sort très bien, donc là je suis fier de moi. Du côté des autres Français, ça a été un peu plus compliqué, notamment pour Anthony Turgis, on reviendra là-dessus. Et puis voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de cette course, que j'ai quand même bien apprécié dans le final, même si pendant 20-30 km, je me suis un petit peu inquiété à partir de 90 km de l'arrivée, parce que je voyais qu'il se passait pas grand-chose. Alors je me suis dit, est-ce que la course va vraiment s'animer à partir du moment où la Jumbo est pas forcément à l'avant? J'avais des petits doutes à un moment sur comment la course allait se passer. S'il n'y aurait pas un groupe de 15 dans le final, mais non, ça a été le Tour des Flandres dans le final, et ça a été très compliqué dans la dernière heure de course. On commence tout de suite par le bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, un coureur au top, Valentin Madouas, qui s'en est très très bien sorti aujourd'hui. Valentin Madouas, du côté des Français, voilà, il a été très bon. C'était pas forcément facile pour Madouas parce qu'on avait dit chez Groupama il y avait deux têtes, il y avait lui et Stefan Kung. Qu'en début de journée, au début des monts pavés, il n'était pas forcément extrêmement bien placé. Contrairement à Kung, qui était plutôt bien passé pendant toute la journée, autant Madouas à certains moments, il était un peu derrière. Je me suis dit, quand t'es derrière dans les monts pavés, parfois, alors déjà tu fais des efforts qui peuvent te coûter dans le final, et puis parfois c'est parce que t'es pas au top de ta forme, et je me dis, les mecs avaient peut-être raison, c'était peut-être Kung qui était meilleur que Madouas, et non, je m'en suis bien sorti avec mon pari de mettre Madouas meilleur que Kung. C'est Madouas qui s'en est sorti, mais il avait déjà été très bon pendant la semaine et la semaine dernière.
Madouas, voilà, c'est un coureur qui a dit cette année il privilégie les Flandriennes aux Ardennaises, alors qu'avant c'était un petit peu l'inverse. Et c'est peut-être aussi grâce à sa performance l'année dernière sur le Tour des Flandres où il avait déjà été pas mal. Mais Madouas a été très performant aujourd'hui avec une Groupama qui arrive quand même à mettre 2 coureurs dans le top 10. Il faut pas le négliger parce que même si là je vais pas vous parler trop de Kung, il rate la bonne attaque de devant, mais au final voilà, il finit à 5e. À 2 secondes de Van Der Poel, parce que derrière ça s'est beaucoup regardé dans le final. Et devant, Dylan Teuns, du côté de Stefan Kung, donc du côté de la Groupama, c'est quand même des ponts UCI. Puis de mettre dans le top 5, c'est vraiment très bien de la part de l'équipe française, qui est l'équipe française qui a réalisé la meilleure campagne de classique. C'est vrai que sur les courses importantes, la Groupama a vraiment fait du bon boulot. Et autant j'avais été assez critique du côté de la Groupama, notamment sur le tout début de saison. Alors, autant c'est vrai que je peux dire aujourd'hui que sur ces classiques flandriennes, le fait d'avoir été peut-être en forme un peu plus tard les a aidés à être performants dans ce mois d'avril, et peut-être que ça sera pareil pour David Gaudu ou Thibaut Pinot à partir de mi-avril et du côté du mois de mai. Peut-être que voilà, Groupama va ensuite enchaîner les très très bons résultats. Mais pour Madouas, premier podium sur une épreuve World Tour, premier podium sur un monument également pour le français, et qui voilà, était très bon. Mais enfin, je le sentais depuis quelque temps quand même que le Madouas qu'on avait connu 15e ou 17e, je sais plus, du Giro, c'était plus le Madouas qu'on avait aujourd'hui. Oui, c'est pas con d'avoir réorienté sa carrière parce que on voit bien que Madouas pouvait pas faire beaucoup mieux que 15e d'un grand tour. Est-ce qu'il faut mieux faire 15e d'un grand tour ou 3e d'un monument ? Je pense qu'il faut mieux faire 3e d'un monument. C'est vrai qu'en France, on a eu tendance à un moment à vouloir rester à tout prix sur les grands tours. Alors que, par exemple, un Federigo, l'exemple type, un Federigo aurait pu très bien jouer des très bons résultats sur les Ardennaises, mais on le contentait à jouer les grands tours. Alors que sur les grands tours, il était plus discret. Et on a eu parfois tendance en France à vouloir se concentrer sur les épreuves francophones et à oublier que le cyclisme est un sport international désormais et qu'il y a également des très très belles épreuves à l'étranger, notamment les classiques belges, et à un peu négliger les classiques belges. Et je trouve que voilà, Madouas, là, il a montré qu'on peut également faire des bons résultats sur ces classiques-là et même avoir une belle notoriété, parce que je pense que Madouas, à partir de maintenant, son nom va rester, et on parlera peut-être plus de Valentin Madouas comme le fils d'eux, mais comme Valentin Madouas, le coureur qui a fait 3e du Tour des Flandres. Mais en plus, il fallait tenir derrière Pogačar quand il accélère dans le Koppenberg. Ensuite, il fallait tenir derrière Van Der Poel et Pogačar pendant 20 bornes. Ensuite, il fallait réussir à tenir derrière le groupe devant Pogačar, devant Kung, Teuns, White, qui roulait très fort, Fred White, pour Dylan Teuns. Donc c'était vraiment pas évident de réussir à collaborer avec Van Barle alors qu'ils étaient à ce moment-là à 30 secondes du groupe de tête, donc ils se disaient il y a quand même peu de chance qu'on arrive à faire mieux que 3e, donc ça aurait pu désorganiser le groupe, cette bagarre pour le podium. Mais ils ont vraiment très bien collaboré et bien leur en a pris au final, parce que Van Barle fait 2, Madouas fait 3. Peut-être que s'ils n'avaient pas collaboré, ça serait Teuns et Kung qui seraient 2 et 3, donc c'est bien belle performance de leur part et belle intelligence de leur part d'avoir continué à collaborer, d'avoir essayé d'y croire jusqu'au bout, de faire une belle performance. Et Madouas comme Van Barle, ça n'avait pas passé loin quand même d'aller chercher Van Der Poel, surtout Madouas. Mais il a dit il a eu des crampes quand il s'est mis en danseuse parce qu'il avait vraiment pris le bon côté et le long des balustrades, mais pas de chance pour lui, il avait des crampes. On continue du côté du bilan des Bleus. Donc Kung, j'en ai parlé, c'est aussi pas mal, bien entendu. 5e place pour Stefan Kung, qui a juste raté la bonne attaque. Enfin, l'accélération au bon moment. Voilà, il est peut-être un peu loin aussi à ce moment-là. Kung. Bon, voilà. Sinon, il fait lui aussi une bonne campagne des classiques. Et Kung, il faudra se méfier de lui sur Paris-Roubaix. Parce que coureur quand même assez massif. Madouas, je pense que sur un Paris-Roubaix, c'est un peu plus compliqué. Par contre, Kung, avec ses qualités de rouleur, je pense que sur Paris-Roubaix, il faudra s'en méfier. Je rappelle, Paris-Roubaix, c'est dans 2 semaines. La semaine prochaine, on aura l'Amstel. Il faudra quand même compter sur Madouas sur l'Amstel, par exemple. Et dans 2 semaines, du fait des élections présidentielles, on aura Paris-Roubaix. Je continue avec plus-moins Christophe Laporte, le coureur de la Jumbo, qui est quand même au final le meilleur coureur de la Jumbo, qui était très en forme, très performant. Pas de peau, il a une chute à 100, je sais plus c'était quoi le kilométrage, 90 bornes,
100 bornes de l'arrivée. C'était moins de 100 km de l'arrivée pour sa chute. Ça a dû tomber très haut. Alors, on n'a pas l'image d'hélico de la chute. Moi, j'ai pas vu l'image d'hélico, mais vu qu'il y a eu Turgis, Laporte, Vermeersch également qui sont tombés, je pense que c'était dans le premier tiers du peloton. Il est quand même tombé fort. Il était coincé dans le fossé. C'est le médecin qui est obligé de le remonter. Il a fait un gros effort pour rentrer, mais cet effort-là, où il a passé 10-15 km en chasse-patate derrière le peloton, ça lui coûte très cher. Et puis, bon, aujourd'hui, la Jumbo a pas été parfaite en termes de stratégie non plus, parce que je pense qu'après cet effort-là, il aurait pu rouler peut-être un peu plus pour Tiesj Benoot, pour tenter de mettre à l'avant Tiesj Benoot, mais peut-être que Tiesj Benoot n'avait pas non plus des grandes jambes. Mais surtout, il n'était pas bien placé souvent dans les secteurs. Et du côté de Christophe Laporte, je pense qu'il n'y avait pas... Enfin, quand Pogačar a accéléré, il ne pouvait pas suivre, très clairement, parce que voilà, il avait pas les jambes à ce moment-là, parce qu'il avait fait beaucoup d'efforts auparavant, mais c'est dommage pour Laporte parce que je pense qu'il pouvait suivre le groupe Fad White, mais voilà, il n'aurait pas fallu qu'il fasse ses 15 km pour entrer dans le groupe. Et du côté de la Jumbo, on a peut-être raté l'opportunité de faire un très grand résultat aujourd'hui, parce que 9e place pour Christophe Laporte, 9e place pour la Jumbo, même s'il n'y avait pas Van Aert, c'est quand même un petit peu une déception quand on a vu la force collective de cette équipe pendant toute cette période de classique flandrienne. Voilà, petite déception quand même pour la Jumbo qui n'a pas réussi à remporter la plus grande des courses flandriennes. Parce que vous savez que je mets toujours Paris-Roubaix à part des courses flandriennes. C'est une course pavée, mais qui n'est pour moi pas une flandrienne. Une flandrienne, ça doit avoir des monts. Paris-Roubaix, il n'y a pas de monts. Je continue avec les flops. Je commence avec Anthony Turgis. Et qui sait, à 2, on est toujours 3 fois plus fort. Là, il n'y avait pas Sagan, donc on ne pouvait pas être meilleur à 2 qu'à 3. Mais de toute manière, Turgis, je pense que Turgis, il est arrivé en forme un peu trop tôt cette année. Il était très bon sur Milan, on en a tous parlé, il avait vraiment de très bonnes jambes, mais je pense que Milan, c'était il y a 15 jours déjà, et que son pic de forme était en baisse ensuite parce qu'on ne l'a pas vraiment vu performant par rapport à l'année dernière sur les classiques flandriennes, à part les classiques, les 3 premières de l'année. Là en plus pas de chance, il abandonne la course, il faut savoir Turgis. De toute manière, il était déjà pas dans le premier peloton à ce moment-là, Total était obligé de rouler parce qu'il était à contre-temps. Encore une fois Turgis, donc je pense qu'il n'avait pas de toute manière, même sans la chute, je pense qu'on n'aurait pas eu Turgis dans le top 10 parce que je pense qu'il n'était pas dans le bon timing, et quand vous n'êtes pas dans le bon timing, c'est soit vous avez fait des erreurs stratégiques. Moi je pense que c'était plutôt une panne, des jambes qui n'étaient pas phénoménales du côté du coureur français. Je pense une forme qui était très bonne il y a 15 jours, mais c'était son pic de forme qui est arrivé un peu tôt avant les classiques importantes flandriennes. Voilà, c'est un peu dommage parce que l'année dernière, il avait été très performant sur ces courses-là. On s'en souvient, j'avais dit, c'était le coureur au niveau mondial qui avait été le plus régulier sur les classiques flandriennes. Cette année, ça a été un peu plus compliqué, mais encore une fois, avec un pic de forme qui, je pense, est passé un peu trop tôt. Et ensuite, ça s'est payé en fin d'année, enfin en fin de période flandrienne, en fin d'année, pas encore en fin de période flandrienne pour Turgis. Je ne sais pas s'il ira sur Paris-Roubaix. Bon, moi je pense que oui, parce que je pense pas que chez Total on ait énormément d'opportunités à part Van Gestel et Sagan, et vu que Sagan on sait pas trop ce qu'il a et que Van Gestel est tombé malade, j'ai peur que la seule opportunité ça soit Turgis, mais je pense qu'il faudra pas attendre grand chose de Turgis sur le prochain Paris-Roubaix. Donc on est donc à -4 pour le point JR, et puis je termine avec AG2R, mon 15e place devant Davermaet. Ils sont passés à côté, mais comme l'année dernière. L'année dernière, c'était cette course-là qui les avait sauvés, parce que sinon, si tu prenais le bilan global de la saison flandrienne d'AG2R, ça n'avait pas été fou. Là, cette année, bon, il n'y a pas le Tour des Flandres pour sauver leur saison. Le Van Avermaet est vieillissant. C'est plus le Van Avermaet qu'on a connu champion olympique. Il faut le dire. Et puis, je dirais que même dans cette équipe, les Flandriens sont vieillissants. De toute manière, quand on met quelqu'un dans l'échappée de devant, c'est que souvent on n'a pas beaucoup d'ambition quand même derrière. Et à partir du moment où ils avaient mis Stan de Wolf devant, c'est que derrière ils n'avaient pas beaucoup d'ambition. Je pense pour faire un grand résultat, mais on les a jamais vus, même à l'avant du peloton,
malgré quand même techniquement une force collective. Donc je pense que, voilà, du côté de la G2R, il y a eu l'idée à un moment de vouloir être performant sur les classiques flandriennes. Bon, je pense qu'on va revenir sur ce qu'on sait faire de mieux du côté de la G2R, c'est derrière les grands tours. Et pour le moment, avec Ben O'Connor, c'est un peu là où ils s'en sortent le mieux, ou avec Clément Champoussin, et c'est un peu plus compliqué pour eux sur les classiques flandriennes. Donc voilà, du côté de la G2R, petite déception, mais qui pour moi n'est pas une grande surprise. Je pense que dans cette équipe-là, on n'a pas la culture des classiques flandriennes, et qu'à un moment, ça se paye quand il faut prendre les bonnes stratégies et quand il faut avoir les bons temps de réaction. Peut-être aussi qu'on a un matériel un peu moins bon que chez la concurrence, même si ce sont des vélos BMC. Peut-être que voilà, les vélos BMC sont un peu moins bons que Canyon, que Specialized, que Pinarello, ou même que La Pierre, du côté de Groupama, qui sont, ou Colnago du côté de Pogacar, qui sont des vélos, on va dire, de référence. On passe tout de suite aux coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, bien entendu, le vainqueur du jour, Mathieu Van Der Poel. Il a très bien manœuvré, parce que c'était pas le plus fort du jour encore. J'avais dit la même chose sur à travers les Flandres. J'avais dit à travers les Flandres, pour moi, c'était pas le plus fort. Aujourd'hui, je pense que le plus fort, c'était Pogacar. Alors, il était plus fort qu'à travers les Flandres. Il a ensuite bien manœuvré. Alors, malgré tout, je pense que Van Der Poel, il aurait pu être plus fort que Pogacar pendant toute la journée, mais entre 100 bandes de l'arrivée et 60 bandes de l'arrivée, on va dire, il est toujours mal placé sur tous les monts. C'est-à-dire qu'il est toujours avec un temps de retard sur chacun des monts. Et en fait, il y a quasiment qu'au Koppenberg où il est bien placé, quand c'est encore un peloton conséquent. C'est-à-dire pendant très longtemps, il n'était pas bien placé dans le groupe. On le voyait, il attaquait les monts au-delà de la 30e place, 40e place. Alors je ne sais pas si c'est son équipe qui faisait pas du bon boulot. Pourtant, bon, j'avais pas l'impression que c'était catastrophique il y a 3-4 jours. Mais il était toujours très mal placé dans les monts. Ça c'est clair et net. Et puis bon, Van Der Poel, deuxième victoire sur ce Tour des Flandres, hein, dans le match Van Der Poel-Van Aert. Il prend quand même un petit avantage sur cette course-là, hein, on va pas se mentir. Et puis aujourd'hui, oui, il est très fort, parce que bon, Pogacar derrière, il l'a très très bien contrôlé, et puis il a pas paniqué. On aurait pu s'attendre à un Van Der Poel qui craque dans le dernier kilomètre quand ils se regardent les deux, mais en fait pas du tout. Alors que l'année dernière, face à Asgreen, je rappelle qu'il perd dans un sprint à deux. Moi, je m'attendais à ce que ça lui joue des tours mentalement. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il déclenche son sprint trop tôt pour pas se faire avoir par Pogacar, ou il se regarde un peu trop, ou plein de petits paramètres comme ça qui auraient pu jouer en sa défaveur, parce qu'il aurait eu le retour de l'année dernière dans la tête quand il s'est retrouvé avec Pogacar, où il aurait décidé de ne plus passer face à Pogacar quand ils étaient à deux devant, et vu qu'avec 30 secondes d'avance, il n'y avait pas suffisamment d'avance. Mais il a très bien manœuvré Pogacar dans le final, il part au bon moment. Et puis aujourd'hui, c'était le deuxième plus fort, je dirais, derrière Pogacar. Donc chapeau monsieur Van Der Poel, parce qu'il fallait pas craquer dans le final, et il a fait du bon boulot. Donc bravo monsieur Van Der Poel. Deuxième, Van Barle, deuxième de l'étape et deuxième coureur au top, Van Barle. Pourquoi je mets... Alors déjà, on peut quand même souligner que Ineos, je pense, fait depuis très longtemps sa meilleure campagne de classique. Parce qu'ils ont été quand même présents avec Narvaez, avec Van Barle, avec également... c'était pas Sheffield sur à travers les Flandres, c'était pas Sheffield, c'était l'autre. Qui était au départ de la course, je vais le retrouver parce que c'était pas Sheffield. C'était Ben Turner, voilà. Mais ils ont été très constants dans les résultats. Et quand on sait que Sky, pendant très longtemps, avait des coureurs quand même sur les classiques, mais souvent se plantaient lamentablement. Je me souviens des fois sur Paris-Roubaix avec Geraint Thomas, Luc Rowe, Ben Swift, où ils étaient à 3 à 70 bandes de l'arrivée, mais ensuite ils se plantaient complètement en termes de stratégie. Là, ils ont fait une bonne période de classique. Van Barle, on a quand même beau dire, mais il commence à se faire un petit palmarès au niveau des podiums. Alors vainqueur à travers les Flandres, deuxième du Tour des Flandres, deuxième des championnats du monde. Également, Van Barle, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vainqueur du Tour de Grande-Bretagne.
C'est pas mal en termes de résultats. 4e du Tour des Flandres également en 2017. C'est une course qu'il a toujours appréciée parce que 6e du Tour des Flandres également en 2016. Hein. Donc voilà, il y a quand même un petit palmarès, même si il n'y a que 5 victoires dans sa carrière. Pour un coureur qui se révèle peut-être tardivement, presque, enfin qui a eu une période de trou. Il avait été bon chez Cannondale, et puis dans son début de période Sky, ça avait été un petit peu compliqué. Et puis voilà, depuis que c'est Ineos, depuis peut-être qu'on ait pu concentrer exclusivement sur les grands tours du côté d'Ineos, eh bien ça se passe plutôt bien pour Van Barle. Et puis voilà, l'année dernière, à travers les Flandres, cette année... deuxième du Tour des Flandres, vraiment bien. Et puis on le verra sur l'Amstel et sur Paris-Roubaix. Hein. Lui, il est sur l'Amstel. Ça va être intéressant sur Paris-Roubaix également, Van Barle. Mais bonne saison de classique de la part de Ineos. Et puis Van Barle, là aussi, hein, il fallait y croire jusqu'au bout, comme Madouas, ce que j'ai dit avec Madouas. Ils ont été intelligents quand même, les deux. Parce qu'ils ont réussi à collaborer jusqu'au bout, alors qu'on aurait pu se regarder en se disant on se concentre que sur le podium, que sur la 3e place, et que devant ils sont trop loin à 30 secondes, on ne pourra pas aller les chercher. Mais non, ils se sont battus jusqu'au bout, et au final ils font 2 et 3. Alors certains, Van Der Poel a dit c'est triste pour Pogačar, c'est le cyclisme. Le cyclisme, c'est pas toujours logique, c'est pas toujours... le meilleur qui s'impose. Il faut aussi être bon en termes de stratégie. Aujourd'hui, c'est totalement le cas. Pogačar était le plus fort, mais en termes de stratégie, ça a manqué. Madouas était limite, et pourtant il monte sur le podium. Et Van Barle, qui a été intelligent, il a anticipé également avec Fred White. Ensuite, voilà, il arrive donc à accrocher les roues de Madouas, Pogačar et Van Der Poel, et puis derrière, il arrive quand même à tenir la roue de Madouas quand ça a accéléré très fort, et pourtant il était limite, plus que Madouas, je pense, mais il a réussi à s'en sortir. Donc bravo Dylan Van Barle, une belle 2e place, et beau doublé néerlandais en passant du côté de ce Tour des Flandres. Ça va faire jaser les Belges. Ça, un doublé néerlandais en Belgique, ça va pas leur plaire. Je continue avec Fred White, 7e du jour, qui s'est sacrifié pour Dylan Teuns dans les 10 derniers kilomètres. Fred White qui a suivi Van Barle, quand Van Barle a accéléré et a anticipé avant le Koppenberg. Belle course de Fred White. C'est un coureur qui est très prometteur. 23 ans, il est arrivé un peu tôt, je pense, chez les professionnels, Fred White. À 20 ans, c'était peut-être un peu tôt. 22 ans même pas 23, il aura 23 au mois de juin, juin même, mais il a été très performant. Van Barle, 3e saison chez Bahreïn, et il y a déjà des bons résultats cette année. 7e à Dun-le-Palestel, 8e à Mantes-la-Ville sur Paris-Nice. On l'a vu également l'année dernière, 2e de la course sur route des championnats de Grande-Bretagne. Il avait fait également 5e de la dernière étape du Tour du Benelux à Gerardsbergen. Donc il aime les pavés, bien entendu. C'est un coureur intéressant, un coureur qui est très prometteur. Profil également qui est pas mal pour les pavés, parce que 1,84, 75 kg, mais c'est pas non plus au-delà de 80 kg. Parfois c'est compliqué pour passer les monts pavés. Il est géré avec un gabarit presque idéal, Fred White, et puis aujourd'hui il a montré également une belle intelligence de course, et puis il s'est sacrifié dans le final pour Dylan Teuns, également un bon sens du collectif. Donc belle journée de la part de Fred White, qu'on reverra également sur l'Amstel. Il faudra s'en méfier sur l'Amstel, parce qu'il passe bien les bosses, Fred White, du souvenir que j'ai. Donc l'Amstel, ça peut lui convenir également, si on n'arrive pas à avoir un coureur qui sort tout seul. Et puis je termine avec Pogačar. J'ai hésité pour Pogačar entre le mettre au top ou le mettre en flop, ou ne pas en parler. C'est compliqué quand même de le mettre qu'en top, parce que alors toute la journée du côté du AE, ils ont bien bossé, c'est-à-dire ils le mettent bien placé, ils le mettent en avant, il fait jusqu'à le sprint final, il fait une course parfaite, plus parfaite que Van Der Poel dans son placement, même Pogačar. Mais en fait sa journée s'est terminée comme elle avait commencé, par un coup dans le casque, on va dire. Alors il était tombé ce matin au bout d'une quinzaine de kilomètres de course. Là il est tombé sur un os. Il a complètement raté son dernier kilomètre. Et très énervé dans le final, mais parce que c'est la première fois qu'il se plante
Je sais pas si vous vous souvenez quand Alaphilippe s'était planté sur le Liège-Bastogne-Liège, l'année où il se fait battre par Pogačar notamment, et par Roglic, où il rate complètement son dernier kilomètre. Bah là c'est un peu pareil, hein. Il nous a fait un truc similaire, il fait son sprint beaucoup trop tard. Van Der Poel, quand tu savais qu'à 500, quand à 500 mètres Van Der Poel passe et fait de la roue libre, tu sais très bien qu'il va pas craquer Van Der Poel. Donc tu sais que si tu veux faire deux, ou même si tu veux gagner la course, il va falloir lancer ton sprint. Et c'est voilà. Il a pas bien réagi en termes de stratégie et il a fait pas encore une fois, ça fait 2 courses d'affilée sur les Flandriennes où il montre son inexpérience. D'un côté, j'avais dit à travers les Flandres, voilà, le placement avant les pavés, où il avait peut-être consommé un peu trop d'énergie. Là, c'est dans le final, il a craqué face à Van Der Poel. Voilà, petite inexpérience, mais je pense qu'il la refera pas 4 fois cette erreur-là face à Van Der Poel. Et autant vous dire que vu comment il est parti vexé de la course, je pense qu'il la fera pas 2 fois. Après, j'ai pas aimé. Du côté de Pogačar, c'est la manière dont il a levé les bras à l'arrivée et puis il a gêné également un petit peu Van Baarle. Enfin, je sais pas, il a poussé un peu Van Baarle avec sa main. Ça, j'ai pas aimé du tout. Parce que c'est dangereux dans un sprint d'avoir ce type de comportement-là. Et ça montre encore une fois, ça nous rappelle aussi que Pogačar, il a que 22 ans. 23 ans, je sais plus l'âge de Pogačar, voilà, qu'il est encore jeune et quand on est jeune, parfois on fait des erreurs et des erreurs de manque d'expérience et ça a été totalement le cas du côté de Pogačar. On passe tout de suite aux bonnets d'âne. Les bonnets d'âne qui vont être pour le premier assez similaires à ce que j'ai dit pendant toute sa campagne de Flandrienne, Quick-Step. Je vais pas faire long sur Quick-Step parce qu'on en a déjà parlé énormément sur les autres vidéos et que j'ai pas besoin de rajouter non plus ce que j'avais dit auparavant. On avait des coureurs qui n'étaient pas suffisamment bons parce que ils sont tombés malades, mais si vous étiez hors de forme, fallait pas venir. Je pense que Casper Asgreen n'a jamais été exceptionnel sur cette campagne d'Ardennaise, de Flandrienne plutôt. Il a toujours été un ton en dessous et c'est pour ça que je l'avais pas mis parmi les favoris parce que j'avais dit dans les commentaires, moi je l'avais pas trouvé incroyable jusqu'à maintenant. Et puis derrière Sénéchal pareil, Sénéchal j'ai envie de dire il était déjà pas très bon sur Paris-Nice non plus. Sur Paris-Nice quand il lance le sprint de Jacobsen à Orléans, il le lance pas bien son sprint, le sprint de Jacobsen. Donc ça montre aussi qu'il était un peu limite, je pense. Et puis chez Quick-Step, du côté des autres coureurs, c'est pas foufou non plus. Alors, on a retrouvé quand même un bon Tim de Klerk, qui a fait quand même beaucoup de boulot jusqu'à 100 bornes de l'arrivée. Tim de Klerk, mais ensuite derrière, Lampard pareil aussi. Lampard pas en grande condition physique. Stemle, autant à travers les Flandres, il avait fait 14e, mais là on était quand même un niveau au-dessus, donc on peut pas se contenter de Stemle. Et puis Stibar, il traverse, c'est pas la première année qu'il traverse les classiques flandriennes comme un homme invisible. Stibar, c'est quand même quand on regardera sa carrière à la fin de sa carrière, on va dire, quand il fera un résumé de sa carrière, Coco, ça sera quand même pour moi une grande déception sur les Flandriennes. Je pense qu'il a un petit palmarès, je trouve, par rapport à ce qu'il aurait pu faire sur les Flandriennes, parce que parfois mauvais en stratégie, notamment quand il fait 2e de Paris-Roubaix, la stratégie était pas bonne. Et puis ces dernières années, il n'y a pas eu de grands résultats. 2020, 2021, 2022 et 2019, c'était déjà pas foufou, parce que il y a un manque de. Enfin, il a remporté le Het Nieuwsblad en 2019. Mais Stibar, je trouve qu'il y aura quand même une déception parce que faut quand même se souvenir comment il dominait du côté du cyclocross à l'époque. Alors je sais bien que c'était pas le même niveau en termes de cyclocross, mais il dominait. Et ensuite derrière, il n'y a pas eu les mêmes résultats. Et puis aujourd'hui, ça fait quand même depuis 2-3 ans qu'il est plus très performant. Et en même temps, c'est un peu normal. Il a 36 ans, Stibar. Quand je parlais aussi d'une Quick-Step où vous aviez pas mal de coureurs vieillissants, je sais plus, je crois que c'est 8 ou 9 coureurs qui ont plus de 30 ans. Dans cette formation, je crois que c'est l'une des formations en World Tour qui a le plus de coureurs qui ont plus de 30 ans. Et oui, mais quand on voit le manque de performance, c'est peut-être aussi qu'il faut laisser la place pour certains coureurs aux jeunes. De toute manière,
Pour le moment, Quick-Step, c'est sa dernière année de contrat. Et puis on peut aussi se dire, parce que j'ai oublié de le faire avec Van Der Poel, donc je vais faire ma blague maintenant, que De Koninck a bien choisi de changer d'équipe, parce que donc De Koninck, le sponsor, qui a maintenant rejoint Alpecin Phoenix, 2 années d'affilée, qui remporte le Tour des Flandres, c'est pas mal. Ils ont choisi le bon cheval cette année, De Koninck, comme sponsor. On continue avec Jumbo, ils sont passés à côté. Alors, un peu moins Laporte, mais Benoît fait 13e. Bon, il était un tour en dessous, au final. Et puis même, en termes de stratégie, c'était un peu tout feu, tout flamme. Mais il n'y avait pas trop de cohérence. C'est-à-dire qu'on a mis un Van Dijk devant à un moment. On a mis également Van Hooijdonk à l'avant. Mais ça attaquait un petit peu de toutes parts. Mais sans qu'il y ait vraiment un projet sur le long terme pour cette course. Et bon, Gérec a fait du bon boulot, mais bon, il en a terminé à 90 bornes de l'arrivée, je crois, même un peu avant peut-être. Je sais plus précisément c'était quel kilométrage a fini. Et puis, Tennyson finit quasiment dans le même groupe que Benoît. Et puis Van Hooijdonk et Van Dijk, on les a peut-être gâchés un peu trop tôt. On les a fait attaquer très loin de l'arrivée, mais sans forcément réfléchir à ce qu'on allait faire derrière. C'est-à-dire qu'on attaquait une fois, et puis après derrière... à ce moment, on fait quoi. Et puis, bon, la chute de Laporte qui les a pas aidés, mais même, je trouve qu'en termes de stratégie d'équipe, chez Jumbo, c'est planté. Et comme quoi, un être disparaît et plein de choses vous manquent, parce que vraiment, on pensait que le collectif pouvait se passer, on va dire, presque de Van Aert, parce que collectivement, ils étaient au-dessus. Mais bah non, ils n'ont pas réussi à passer au-dessus. Et puis quand ils attaquent, en plus, c'est quasiment au même moment où Laporte tombe. Donc ça aussi, ils n'ont pas eu la concordance des temps qui était bonne avec eux. Mais du côté de Jumbo, je pense qu'ils sont passés un peu à travers de cette course collectivement. Et que bon, heureusement, vous avez Laporte qui prend la 9e place, mais malgré tout, un seul coureur dans le top 10, je pense que c'est une déception pour la Jumbo-Visma. Et puis je termine avec un dernier coureur, une dernière équipe, pardon, c'est la Lotto. Là aussi, du côté de la Lotto, moi j'avais mis Campenart par exemple, que j'avais trouvé très bon sur cette semaine de classique. Il finit que 33e, bon, à 1,07. Là aussi, j'ai pas trop compris la stratégie à un moment de la Lotto. Alors déjà, on met Sébastien Grignard dans l'échappée. Bon, ça après, ça pouvait se défendre parce que Grignard, de toute manière, déjà ça permettait à la Lotto d'éviter de rouler derrière les échappées. Et puis de toute manière, bon, Grignard, je pense que sinon il aurait eu un rôle un petit peu à la team de Clerc. Donc qu'il soit là ou à l'avant de la course, je pense que ça ne changeait pas grand-chose. Par contre, du côté de la Lotto, à un moment, ils sont dans le deuxième groupe. Ils sont au moins 3 ou 4 dans le deuxième groupe. Il n'y en a aucun qui roule. Alors qu'il n'y avait personne devant. Enfin, il n'y avait que Grignard devant. Et on savait que bon, l'échappée irait pas au bout. Donc je pense qu'à ce moment-là, ça aurait peut-être été pas con de rouler. Et puis même quand Vermersch tombe, on fait attendre Cédric Bellens, alors que bon, Vermersch, je pense que Bellens est également dans la chute, mais il attend Vermersch. Comment vous dire que Vermersch, Paris-Roubaix, ça reste quand même un peu une anomalie presque dans son palmarès, parce que pour le moment, Vermersch, je l'ai pas vu performant plus que ça sur les autres classiques flandriennes, et en même temps du côté de Vermersch, je sais plus, c'est plus de 80 kilos le poids du bébé, donc forcément dans les Flandriennes c'est un peu compliqué, alors que sur Paris-Roubaix c'est un peu plus facile pour lui. Mais voilà, je pense aussi que Vermersch, la condition physique n'était pas exceptionnelle en ce moment. Mais oui, je trouve que du côté de la Lotto, là aussi on est passé à côté collectivement. Et comme souvent on est passé à côté de cette course, ça fait depuis très longtemps que la Lotto n'a quand même pas réussi à faire un grand Tour des Flandres. Alors cette année, ils ont quand même fait une bonne campagne de classique, je trouve, en général. Ils ont réussi à placer des coureurs dans les top 10, je pense Campenart, par exemple, qui a été intéressant dans cette campagne de classique. Mais là, sur la plus grande des classiques belges, ils sont passés à compter dans l'ennemi flamand. Ils sont passés à côté. Donc petite déception du côté de la Lotto Soudal. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc dès demain, on fait le débrief tous les soirs du Tour du Pays Basque, avec, je pense, pas mal de choses à dire. Je peux même vous faire un peu... j'y vais vite. Sur le Tour du Pays Basque, l'étape de demain, on peut déjà la regarder. Demain, l'étape du Tour du Pays Basque,
Pour la faire rapidement, on partira d'Eibar à Araté. Ça sera une arrivée au sommet du côté d'Araté avec une journée très difficile. Pas mal de difficultés, notamment 1, 2, 3 côtes de première catégorie. Et on passera une fois sur la ligne d'arrivée. Une étape très courte, 136 km, mais assez musclée comme souvent du côté du Pays Basque. Et puis avec des côtes avec du pourcentage. Comme toujours, c'est ce qu'on aime dans le Tour du Pays Basque, c'est l'une des courses les plus... Pour moi, dans les tours d'une semaine, c'est peut-être là, le tour d'une semaine le plus difficile. Mais vraiment, parce que tous les jours, ça va grimper, et puis avec des pentes comme ça. Hein. C'est vraiment une course difficile. Je pense qu'il y a aussi un petit peu le Tour du Benelux, qu'on sous-estime un peu toujours, parce que le Tour de Benelux, ça roule toujours fort, et on est au mois d'août, et on est fatigué. Mais alors, du Tour du Pays Basque, je peux vous dire que dans les courses d'une semaine, c'est peut-être la plus dure à aller remporter, au-dessus du Tour de Catalogne, au-dessus du Dauphiné. Bon, avec le Tour de Suisse, ça peut se valoir, parce qu'il y a des années, le Tour de Suisse, c'est compliqué. Mais c'est au-dessus de Paris-Nice, au-dessus de Tirreno, largement. C'est une course qui est très, très difficile. Donc demain, on fera le débrief de cette étape entre Eibar et Araté. Puis d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Et à la prochaine sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!